Voilà, bonsoir à tous, il est 19 h, on va donc ouvrir ce conseil municipal de ce lundi 14 mai 2018. Un certain nombre de nos collègues arrivera en retard dû aux grèves. D'autres devront partir peut-être en cours de séance. On y verra clair au fil de ce conseil municipal. Bonsoir à toutes et à tous. Désignation d'un secrétaire de séance et je propose à ce que Karine Comte soit notre secrétaire. Merci ma chère Karine. Je procède maintenant à l'appel nominal. Carl Olive présent, Sandrine de Santos, Georges Monnier, Fathi El Massaoudi, Patrick Meunier, Jean-Jacques Nicot, Virginie Mesmer, Vincent Richard Bloch devrait arriver, Florence Xolin, Fabrice Moulinet, Michel Prost, Lydie Grimaud, Karine Comte, Michel Dupart, Alice Magny, Gilles Géraman en retard, pouvoir en attendant son arrivée à Fabrice Moulinet, Éric Roger en retard, pouvoir en attendant son arrivée à Georges Monnier, Raymond Letellier, Sylvaine Lefebvre, Vanessa Hubert, excusez, pouvoir à Madame de Santos, Thierry Méret, excusez, pouvoir à Madame Lefebvre, Claude Grappe, Nelson de Jésus Pedro, excusez, pouvoir à Monsieur Dupart, Karine Monet-Villain, certainement dans les encombrements, Nadine Belvaude, Jean-Claude Pochat, Isabelle Rebazerque, Michel Pradou, excusez, pouvoir à Monsieur Pochat, Désiré Kofi, Jean-Frédéric Berceau. Mais vous en avez déjà un pour Madame Méret, Sylvaine. Vous en avez déjà un pour Madame Véret. Bon, ok. Merci en tout cas pour l'information. Pierre-Alexandre Duchesne, Michel Daubisser, Anne-Marie Vinet, Richard Chian, excusez, pouvoir à Madame Vinet, Monsieur Crémont Alaouchiche, excusez, sans pouvoir, Huguette Loquet, Maxime Legrand nous a averti qu'il serait en retard, Éric Falzon, Jeanne Potier, bonsoir, merci mes chers collègues. Compte rendu des décisions du maire, y a-t-il des remarques, des observations? Vous avez reçu un mail, Madame Lefebvre nous a posé un certain nombre de questions. La parole est à Madame Lefebvre. Sur les décisions, juste pour suggérer, parce que j'ai vu qu'il y avait sur les 16, 17 et 18 un certain nombre de demandes de subventions pour des actions appartenance républicaine et lutte contre la radicalisation. Et je voulais signaler, mais peut-être vous le connaissez déjà, le film qui s'appelle, un court-métrage qui a été fait, qui s'appelle Un taxi pour nulle part, et qui a été fait notamment dans les Hauts-de-Seine, et qui est pour la prévention de la radicalisation. Donc je vous le signale, ça c'est la première chose. Et je pense que ça peut être intéressant, enfin à visionner, hein, mais je pense qu'il est intéressant. Et ensuite, c'est sur la 58 et la 61, je me suis étonnée, mais c'est peut-être une erreur. Il y a le même minibus, les mêmes jours, pour deux associations différentes. Je n'ai pas très bien compris, mais bon, c'est peut-être normal, hein, je ne sais pas. Alors, c'est pas les mêmes bus, me dit-on? Il est immatriculé de la même manière, c'est pour ça que je me suis inquiétée, c'est tout, mais bon, c'est pas très grave. Hein. La première décision était rapportée. Ah, d'accord, ok. Merci Madame Lefebvre. Peut-être une remarque sur la proposition de Madame Lefebvre, s'il vous plaît, Fathia, sur le taxi pour nulle part, pour le service jeunesse. Alors, oui, alors on a déjà effectivement fait visionner les films au cinéma de Poissy. Le premier, je m'en souviens plus, c'était, il y avait dans le titre Demain. Donc si quelqu'un s'en souvient, je l'ai vu, c'était un très très bon film. Donc je ne sais pas quel sera le choix du second film. Mais non, mais en tout cas, on peut le porter à connaissance au niveau de la direction de la jeunesse. Ouais, bien sûr. D'accord. Merci en tout cas pour l'information. Madame Vinet. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit des décisions, c'est pareil, 16, 17, 18 et 51. Donc, il ne s'agit pas là d'une critique de ces décisions. Au contraire, je pense qu'une collectivité territoriale comme la nôtre a le devoir d'agir pour développer le sens civique et les valeurs républicaines, qui sont le ciment de notre vie en société. Par contre, je regrette l'absence d'action visant à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, car c'est au plus jeune âge qu'il faut ancrer ces principes. Je vous rappelle que la ville de Poissy a signé la Charte européenne sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la vie locale. De nombreuses villes, dont Bordeaux,
mettent en place des actions intéressantes et nécessaires afin que l'égalité devienne une réalité sur tous les territoires. Donc peut-être qu'il y a eu des actions qui n'ont pas été citées, mais je pense que c'est aussi très important d'agir sur ce genre de valeurs. Merci Madame Vinet pour cette remarque. D'autres remarques sur les décisions? Merci mes chers collègues. Donc, examen des rapports et des projets de délibération. Qui souhaite intervenir et me donner les numéros de délibération sur lesquels vous souhaitez intervenir? Monsieur Falzon, bonsoir. Bonsoir, merci. La 28 et la 30, s'il vous plaît. Donc 28 sur la Convention puits de carbone. Merci. Et la 30 sur le PLHI. Merci, Monsieur Falzon. Madame Potier. Bonsoir, Jeanne. Vous pouvez appuyer, s'il vous plaît? La 19, s'il vous Merci. plaît. Merci, monsieur le maire. Donc sur les recrutements, l'autorisation de recrutement intérim. Parfait. D'autres demandes. Madame Loquet. Vous pouvez appuyer, s'il vous plaît? Merci à vous. 30 et 31. Madame Loquet, 30. Donc le PLHI et la CRC. Merci Madame Loquet. Madame Vinet. La 22 et la 30. Alors la 11 sur le rapport DSU. La 22 sur la ville amie des aînés et la 30 sur le PLHI. Merci Madame Vinet. D'autres demandes d'intervention? Évidemment, on laissera ouvert les demandes avec l'arrivée de nos collègues. Nous démarrons donc ce conseil municipal avec une première délibération qui concerne la lutte contre les dépôts sauvages. Mes chers collègues, j'ai souhaité que nous commencions notre conseil municipal par le vote d'une délibération relative aux dépôts sauvages, parce que ces dépôts sauvages de déchets partout dans Poissy, en dehors des jours et des emplacements prévus à cet effet, ça suffit. Non seulement l'incivisme de certains pèse sur la qualité de vie de tous, mais en outre, cela coûte cher à la collectivité, qu'il s'agisse de notre commune ou de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Ainsi, on estime à 155 le nombre d'interventions annuelles des services techniques, villes ou communautés urbaines pour retirer les dépôts sauvages. En moyenne, c'est un coût de 1 000 € pour les interventions et le traitement des déchets. Le montant global est très vite conséquent. Sur 2017, on estime ainsi ce montant à près de 130 000 €. Cela comprend les frais de personnel, de transport, de tri. Et c'est naturellement sans compter le coût de nettoyage des terres de Poncy, sur lesquelles les Roms ont laissé non seulement un véritable désastre écologique, mais aussi une ardoise qui se chiffrera à plusieurs centaines de milliers d'euros, aux dernières nouvelles, entre 600 000 et 900 000 €, réglés par la puissance publique. J'ai donc décidé qu'il fallait aller au-delà des simples actions de prévention engagées depuis des années, mais qui, dans certains cas, ne suffisent plus. Comme nous l'avions fait le 22 mai 2017, avec un vœu relatif aux incivilités, vœu qui a porté ses fruits puisqu'il aura permis de verbaliser 24 flagrants délits liés aux incivilités, déjection canine, personnes qui urinent sur la voie publique. Je vous propose aujourd'hui une délibération relative aux dépôts sauvages. Il est donc proposé au Conseil municipal d'évoquer dans quelques instants, dans le cas de l'application urgente des pouvoirs de police du maire, outre les amendes habituelles, un montant complémentaire d'intervention et d'enlèvement d'office de la ville à tout contrevenant de 150 €, comprenant les frais administratifs, de déplacement et de nettoyage du site. Une majoration de ces frais de 100%, les week-ends et jours fériés. Enfin, une majoration de 15 € de ces frais par tranche de 100 litres de déchets. Je rappelle qu'il y a une expérience malheureusement, il y a à peu près 1 mois et demi, mais que le sujet, notamment des déchets collectés, ou plutôt ramassés après le départ des Roms sur les terres de Poncy, et quand je dis ça, il n'y a pas simplement que les Roms, puisque c'est une économie presque parallèle avec des petites, moyennes entreprises et certainement des particuliers, fait que le traitement doit se faire sur site et donc occasionne des centaines de milliers d'euros de dépenses par rapport à cela. Y a-t-il des remarques sur cette délibération? Qui est contre? Abstention?
À l'unanimité, je vous remercie, mes chers collègues. J'ai souhaité également porter à votre connaissance les modalités d'attribution de la prime accordée aux agents que nous avions validés ensemble. Et c'est notre collègue Isabelle Drey-Bazerre, notre déléguée aux ressources humaines, qui va s'y employer dans quelques instants. Je voulais juste remercier la qualité des rendez-vous de la commission collégiale et plurielle qui s'est réunie pour pouvoir vous proposer ce que Isabelle, notre collègue, va donc expliquer maintenant. Isabelle Drey-Bazerre, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, comme vous le savez, dans le cadre du pacte financier, Monsieur le maire et les élus de la majorité ont souhaité débloquer une enveloppe de 415 000 euros pour valoriser nos agents selon leur mérite professionnel. Cette prime, levier managérial supplémentaire, a également pour but de responsabiliser les cadres de la collectivité. Par souci de transparence, Monsieur le maire a souhaité qu'une commission soit mise en place. Je vous rappelle, pour information, sa composition. Alors, il y a une élue de l'opposition, Madame Loquet, 2 représentants du personnel, Madame Lalaoui, syndicat autonome, Madame Dorlancourt de la CGT, la direction générale Jean-Paul Delanoë, la direction des ressources humaines André Rialan, ainsi que Adeline Mazabro et Geneviève Châtelain. C'est Antoine Rialan. André, c'est... Ah, pardon, excusez-moi. Je me suis pas rendu compte. Et également, pour la majorité, Madame Dos Santos, Madame Comte, Monsieur de Jésus et moi-même. La commission s'est réunie 2 fois et a dégagé les 3 grandes lignes suivantes. La première, pour les critères d'objectivation du mérite professionnel, ceux retenus sont la gestion du temps, le sens du service public et l'implication professionnelle. En 2, ce qui concerne la responsabilité et l'accompagnement de l'encadrement. Une grille support a été construite par critères, subdivisés en items détaillés pour aider les directeurs et encadrants intermédiaires à objectiver le plus possible le versement et le montant de la prime selon un système de points. Pour ce qui est de la méthodologie, modalité de calcul et versement de la prime, la répartition de l'enveloppe a été faite par direction en fonction du nombre d'agents. L'enveloppe devra être intégralement ventilée. En cas d'attribution d'une prime, celle-ci est calculée automatiquement dans un tableau Excel selon les points obtenus au regard des critères précités. Outre 0 prime, elle ne pourra être inférieure à 150 € et pourra aller jusqu'à 560,05 € brut. Chaque directeur devra argumenter le versement ou non de la prime. Si la totalité du crédit alloué n'est pas utilisée, un dispositif de répartition aux agents les plus méritants a été établi avec un montant plafond de 1 500 € brut. 1 an d'ancienneté au moment du versement de la prime. Les outils techniques RH utilisés sont le CIA pour les filiales pour lesquelles le décret est sorti et une compensation éventuelle via le régime indemnitaire. Une enveloppe conservée de 15 000 € pour les agents pour lesquels il n'y a pas de solution technique possible à ce jour a été mise de côté et sera utilisée au moment de la sortie des décrets. Il me semble important de préciser que pour la première fois, nos encadrants bénéficient d'un nouveau levier managérial et qu'ils disposent pour la première fois de ce dispositif dans cette collectivité, et qu'il dispose pour la première fois dans cette collectivité d'un outil financier qui les responsabilise dans leur rôle de manager. Je tiens à le dire car le retour des cadres est très positif. Merci. Merci Isabelle. Y a-t-il des demandes d'intervention, des remarques? Je n'en vois pas. Je rappelle que cette délibération concernait un porté à connaissance. Donc nous prenons acte des modalités. Encore merci à la commission de s'être réunie pour mettre en place ce dispositif. Passons maintenant, mes chers collègues, à la 3e délibération qui concerne l'aspect finance avec l'approbation des comptes de gestion. La parole à notre adjoint Fabrice Moulinet. Fabrice, la parole est à vous. Merci, monsieur le maire. Alors, suivant les règles de comptabilité publique, le compte de gestion est tenu par le trésorier principal et le compte administratif par monsieur le maire, l'ordonnateur. Ces 2 comptes qui sont
présentés successivement au conseil municipal doivent aboutir au même résultat, ce qui est le cas présent. Avant de passer au compte administratif, dont il vous sera fait une présentation détaillée, nous vous demandons de bien vouloir approuver le compte de gestion 2017, faisant ressortir au total un résultat de clôture 2017 de 10 683 422 €. Merci Fabrice. Qui est contre? Abstention à l'unanimité. Délibération suivante, la 4e sur l'approbation du compte administratif. Fabrice Moulinet. Je te vois sortir. Et je laisse la présidence à Madame. Même pendant la lecture? Allez-y, allez-y. Non, mais même pendant la lecture? Si, ça y est, c'est fait. Compte de gestion. C'est fait. Alors, le compte administratif compare les prévisions du budget primitif et les décisions modificatives 2017 avec les réalisations 2017. Il ressort du compte administratif 2017 soumis à l'approbation du Conseil les éléments suivants concernant les écritures réelles. Vous constaterez les dotations supérieures au budget primitif qui s'expliquent, sur les recettes de fonctionnement, je précise. Donc vous constatez des dotations supérieures au budget primitif qui s'expliquent par une baisse moins importante de la DGF initialement prévue au budget primitif, plaçant la dotation perçue à 2,24 millions d'euros. Pour mémoire, la DGF 2013 avant réforme était de 7,1 millions. L'attribution de compensation de l'intercommunalité de GPSO est en ligne avec les prévisions et quasiment stable avec 14,8 millions d'euros. À noter qu'elle est provisoire et sera réajustée sur 2018. Vous constaterez que par l'effet mécanique de revalorisation des bases fiscales et des constructions nouvelles, et non du taux, les recettes sont en augmentation par rapport au budget primitif, soit 200 000 € de plus que la prévision. L'augmentation des produits fiscaux s'explique aussi par une augmentation des droits de stationnement et des droits de mutation, soit 650 000 € de plus par rapport à l'inscription au budget primitif, ce qui met en évidence l'amélioration de l'attractivité de la ville de Poissy. Les produits exceptionnels, à hauteur d'1 395 000 € concernent principalement les cessions immobilières pour 1 245 000 €. Au total, les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 65 883 123 €. Sur les dépenses de fonctionnement, les charges de fonctionnement générales sont une nouvelle fois en baisse par rapport à notre prévision et au réalisé de l'an passé. C'est donc une baisse cumulée de près de 22% que nous pouvons afficher sans aucune baisse de la qualité des services au Pissiaquais. Les charges de personnel sont quant à elles parfaitement en ligne et maîtrisées, avec une consommation de 99,8%. Au total, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 57 741 101 €. Globalement, la section de fonctionnement affiche aux écritures réelles un résultat de clôture 2017 pour 8,1 millions d'euros, auxquels s'ajoutent les 6,9 millions d'euros de résultats antérieurs, soit 15 millions d'euros. Sur les recettes d'investissement, nous avons perçu le FCTVA, vous savez, le Fonds de compensation à la TVA, au titre de l'année 2015, à hauteur de 1,8 million d'euros. Des subventions pour 2 millions d'euros, État, région, département, et des cessions d'actifs pour 4,2 millions d'euros, en ce compris le terrain Next City. Sur les dépenses d'investissement, les dépenses d'équipement inscrites à hauteur de 13,1 millions d'euros ont vu leur réalisation à 12 millions d'euros, soit un très bon taux de réalisation de 92%. Le remboursement du capital de la dette de 2,2 millions est conforme à nos prévisions et positionne la ville avec un ratio par habitant de 786 € contre 1095 € pour la moyenne de la strate de population de villes de 20 000 à 50 000 habitants. À noter en face la cession du terrain Annex City pour l'achat en VFA de 4,1 millions d'euros. Globalement, la section d'investissement ressort à moins 4,4 millions d'euros de résultats. Ce résultat vient de notre décision de ne pas augmenter l'endettement de la commune. Sur l'affectation des résultats, pour ce qui concerne l'affectation des résultats, le résultat de la section de fonctionnement viendra couvrir le besoin de financement des investissements en tenant compte des restes à réaliser, soit 4 218 715 €. Il est donc proposé de laisser le solde de 10 584 031 € dans la section fonctionnement pour l'exercice 2018. Sur le budget TVA en annexe du compte administratif,
Non, parce que là, c'est dans le compte administratif. Donc sur le budget ville, c'est-à-dire le M14, il inclut pour mémoire les dépenses et les recettes suivantes. Donc la redevance de restauration municipale pour la mise à disposition de la cuisine centrale, dont la gestion est confiée à SOGRS. La gestion du parking Nélis confiée à Indigo. La gestion du marché alimentaire de la ville confiée à la société Mando. La création d'un guide pratique de Poissy en régie avec la société France Régie. Et le démarchage publicitaire Pissiaquet. Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 se décompose de la manière suivante. Le solde des dépenses et recettes de 2017 pour 215 477 €. Il y a un solde cumulé fin 2017 avec résultat antérieur de 277 038 €. À noter qu'il n'y a pas de section d'investissement sur ce budget. Nous vous proposons de bien vouloir approuver le compte administratif 2017 qui vient de vous être présenté. Merci, Monsieur Moulinet. Je crois qu'il n'y a pas de prise de parole sur ces délibérations. Donc, je vais vous proposer de passer au vote. Donc, sauf erreur, on a passé 2 délibs, là. On a passé la 4. D'accord. Donc, qui est contre? Abstention? Chers collègues, je vous remercie. Merci mes chers collègues, on passe à la 5e délibération avec l'affectation des résultats. Fabrice Moulinet. Alors, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Conseil est tenu en priorité de couvrir le besoin de financement en affectant tout ou partie du résultat de la section de fonctionnement vers la section d'investissement. En conséquence, le résultat de clôture étant de 15 072 747 € et la couverture du besoin de financement en investissement étant de 4 218 715 €, il est proposé d'affecter cette somme vers la section investissement, soit un report à nouveau après affectation de 10 854 031 €. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie mes chers collègues. L'attribution de compensation, mes chers collègues, l'objet de ces délibérations est de prendre acte du montant de l'attribution de compensation provisoire 2017 votée par la communauté urbaine en date du 14 décembre 2017 et qui figure donc désormais au compte administratif de la commune. Pour information, le montant de cette attribution de compensation l'AC 2017 a été arrêté à 14 769 804 €. Ce montant est encore susceptible d'être modifié pour votre parfaite information en année N+1 ou N+2, mais pas au-delà. Il n'y avait pas de demande de prise de parole. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie mes chers collègues. On passe à la 7e délibération avec l'approbation du compte de gestion sur l'exercice 2017, opération soumise à la TVA. Fabrice Moulinet. Comme pour le budget ville, avant de passer au vote du compte administratif TVA, dont la présentation vous a déjà été faite à travers l'annexe du compte administratif 2017, nous vous demandons de bien vouloir approuver le compte de gestion TVA 2017, faisant ressortir au total un résultat de clôture 2017 de 277 038 €. Merci Fabrice. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, 8e délibération sur les opérations soumises à TVA, l'approbation du compte administratif. 8e délibération. Fabrice. Alors le compte administratif TVA 2017 qui vous a été présenté fait ressortir un résultat de fonctionnement de l'exercice 2017, un solde positif de 215 477 € et a augmenté des reports à nouveau antérieurs, soit un total de 277 038 €. Nous vous proposons de bien vouloir approuver ce compte administratif TVA 2017. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Merci mes chers collègues. Sur la 10e délibération, budget de la Caisse des écoles. 9e? On est sur sur l'affectation des résultats. Fabrice. Alors, il est proposé de laisser le résultat de clôture de 277 038 € dans la section de fonctionnement. Parfait. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité.
sur la caisse des écoles, approbation du compte de gestion exercice 2017. Fabrice toujours. Alors, pour mémoire, le budget de la caisse des écoles a été transféré pour partie au budget de la ville et pour partie au budget du CCAS depuis février 2016. Il ne ressort en conséquence aucune opération sur le budget 2017, celui-ci étant en veille pour 3 ans afin de pouvoir le clôturer définitivement. Néanmoins, le trésorier doit établir un compte de gestion pour 2017 que nous vous demandons d'approuver, duquel il ressort un résultat de clôture de 209,68 €, constitué exclusivement d'un report à nouveau 2016. Merci Fabrice Moulinet. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, on passe à la 11e délibération, mes chers collègues, avec la DSU, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Fabrice toujours. La DSU est une composante de la dotation globale de fonctionnement. En 2017, la commune a perçu une dotation d'un montant de 483 635 €. Cette dotation n'a pas d'affectation budgétaire pour des opérations précises. Néanmoins, il appartient à la ville d'informer le conseil municipal des principales actions de développement social urbain entreprises par la commune. Les politiques entreprises qui peuvent être retenues au titre de la DSU comme pour la commune sont notamment le développement des actions d'aide à la réussite scolaire et de lutte contre l'illettrisme, ainsi qu'une politique active d'animation scolaire, le travail avec les habitants s'effectuant en particulier par le soutien aux associations locales et aux maisons de quartier, animation culturelle et sportive, développement des actions visant à favoriser l'accès aux loisirs et au sport des jeunes, notamment par les publics les plus fragilisés, financement d'actions socio-éducatives. Il ressort du rapport que les principaux domaines d'action des dépenses de fonctionnement au titre de la DSU se répartissent comme suit. Pour l'enseignement, 13 635 €, la culture sport, 303 000 €, pour le social, dont le projet de réussite éducative, 167 000 €. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport de présentation qui sera transmis au service de l'État pour l'exercice 2017. Merci Fabrice Moulinet. Une demande de prise de parole de Madame Vinet. Madame Vinet, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Sur cette délibération, j'aurais besoin d'un éclairage technique en ce qui concerne la politique de la ville. La compétence politique de la ville est donc passée à GPSEO, c'est la CU donc qui gère ce domaine. La DSU est un financement cohésion sociale. Comment sont arbitrés les domaines dans chaque collectivité? À GPSEO, je siège dans la commission aménagement du territoire et politique de la ville. Et j'ai fait d'ailleurs remarquer que dans le domaine aménagement, PLU et PLH actuellement accaparent tout le temps et que la politique de la ville est très peu évoquée. Et donc la cohésion sociale n'est pourtant pas un gadget, c'est ce qui participe au bien vivre ensemble. Donc voilà, je m'inquiète un peu parce que je vous dis, à GPSEO, on n'entend pas beaucoup parler de politique de la ville. Très peu même. Merci Madame Vinet. Juste pour vous dire que la communauté urbaine prend en charge toute l'ingénierie et la ville prend en charge toutes les activités qu'elle met en place. Je vous rejoins, je pense qu'on pourrait faire plus au niveau de la communauté urbaine en matière de politique de la ville et on le voit notamment avec alors les échanges qu'on peut avoir, que nous avons d'ailleurs eu sur des échanges qu'on a avant de préparer ces conseils municipaux, Madame Vinet, au bureau. Mais je vous rejoins et je dirais qu'au niveau national, c'est la même chose. Je rappelle que le budget de l'État français est de 386 milliards et que la part consacrée à la politique de la ville est de 411 millions, c'est-à-dire 0,1% du budget de l'État. Partageons ensemble, si vous en êtes d'accord, le fait que ça pourrait aller certainement un peu plus loin et qu'on puisse prendre ce dispositif effectivement à bras-le-corps. Après, juste quelques informations rapides sur effectivement la politique de la ville. Et encore une fois, je crois qu'évidemment, on pourrait aller encore plus loin, mais je dois pouvoir saluer le travail qui est fait dans les quartiers, qui avait été effectué d'ailleurs initié sous votre mandature. Et quand je vois, par exemple, le quartier Corneille, avec le développement des activités qui se font actuellement et la prochaine inauguration avec mon collègue Michel Dupart sur une école du numérique au cœur même des quartiers, je trouve que c'est plutôt une belle idée et ça va dans le sens, je crois, de prendre vraiment et de mettre l'humain au cœur de nos organisations.
Je veux aussi saluer, et je vois qu'ils sont ici, les conseils citoyens et de Borgard et de Saint-Exupéry. Je prends le cas notamment de la dernière initiative qui a eu lieu sur la brocante de Saint-Exupéry, où un certain nombre de bénévoles en association s'étaient regroupés très tôt le matin, n'est-ce pas, Fatiel Massaoudi? Vous étiez avec eux et notre collègue également, Jean-Jacques Nicot. Et oui, je pense qu'on est dans le cœur de ce que nous voulons ensemble développer, mais je vous rejoins. Je pense que nous pourrions faire effectivement plus en matière de politique de la ville, et les uns et les autres. Merci pour cette remarque, Madame Vinaigre. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie, mes chers collègues. On va passer maintenant à la délégation de la dette sur l'année 2018 et le rapport 2017. Fabrice Moulinet. Il est proposé au Conseil de donner délégation de compétences au maire pour mener les opérations nécessaires à la gestion de la dette dans les conditions et limites fixées dans les projets de délibération. Il est précisé que l'encours de la dette au 1er janvier 2018 est de 29,5 millions d'euros et que la commune est autorisée à recourir à l'emprunt pour financer la section investissement dans une limite de 5,1 millions d'euros. La politique de la gestion de la dette étant de limiter le recours à l'emprunt sans pour autant s'interdire de saisir le cas échéant les bonnes opportunités de marché financier. Pour mémoire, les derniers emprunts datent de 2015 pour un montant de 3 millions d'euros. Les produits de financement sont limités par la délibération et à des ratios de prudence conformes aux recommandations de la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales, tels que des emprunts obligataires et ou des emprunts classiques à taux fixe ou à taux variable sans structuration et ou des barrières simples sans effet de levier. Des index de référence connus à une durée maximum de 20 ans. Pour mémoire, tous nos emprunts sont à taux fixe, sauf un, et l'encours actuel sera totalement amorti en 2032. De même, pour la délégation des produits de refinancement, les limites sont fixées par les mêmes ratios, excepté pour la durée qui n'est pas de 20 ans, mais qui est la durée résiduelle augmentée de 5 ans maximum. Pour mémoire, depuis 2014, Monsieur le maire n'a pas eu recours à des produits de refinancement. Pour prévenir toute incertitude ou fluctuation des marchés, le maire pourra aussi souscrire le cas échéant à des instruments de couverture selon les mêmes recommandations. Pour mémoire, depuis 2014, Monsieur le maire n'a pas eu recours à des produits de couverture. Enfin, le maire pourra, le cas échéant, souscrire des lignes de trésorerie pour les besoins de la commune dans la limite d'un montant de 5 millions d'euros. Pour mémoire, depuis 2014, Monsieur le maire n'a pas eu recours à des lignes de trésorerie. Pour être totalement complet, merci Fabrice Moulinet, j'ajoute que la gestion de la dette est passée de 43 millions en 2014 à moins de 30 millions aujourd'hui, ce qui est un signe de bonne santé. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie, mes chers collègues. Nous passons à la 13e délibération qui concerne l'avenant numéro 1 à la convention de réservation de logement en lien avec la garantie d'emprunt qui concerne l'acquisition en VFA de 27 logements sur le quartier La Coudray. Je passe la parole à Karine Emonet-Villain, notre déléguée au logement. Bonsoir Karine. Merci Monsieur le maire. Si vous me le permettez, je vais grouper les délibérations 13 et 14. Que nous voterons séparément, évidemment. Ces deux délibérations sont liées effectivement à des garanties d'emprunt votées en conseil municipal le 16 janvier 2017. Il s'agit aujourd'hui de soumettre au vote la modification du délai de désignation conformément à l'article 86 de la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015. Depuis cette date, le réservataire dispose en effet d'un mois maximum au lieu de 2 pour proposer des candidats à l'organisme propriétaire des logements. En votant pour chacune de ces délibérations, nous autorisons Monsieur le maire à signer l'avenant qui modifiera sur ce point la convention initiale. Les autres articles de la convention demeurent inchangés. On est en bloc sur les deux, là? Oui. Parfait. On vote, mes chers collègues, la 13e délibération, s'il vous plaît, qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie. La 14e qui est contre? Abstention? À l'unanimité, je vous remercie. Karine, vous continuez, s'il vous plaît, avec le remboursement anticipé sur une garantie d'emprunt de Domnis. Merci Monsieur le maire. Effectivement, je regroupe également la 15 et la 16 qui sont très proches. Nous voterons séparément. Nous les voterons séparément.
Donc les deux délibérations suivantes permettent de prendre acte du remboursement anticipé de la société d'HLM Domnis sur 2 garanties d'emprunt octroyées les 25 mars 2003 et le 14 octobre 2014 en conseil municipal. 2004, pardon, en conseil municipal. Le 2 février 2018, Domnis a transmis à la collectivité une demande de remboursement anticipé du capital restant dû. 43 176,36 € pour l'acquisition d'un logement résidence de Yves du Manoir, 95 967,80 € pour l'amélioration de 2 logements résidence 3 rue Yves du Manoir. Ce soir, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de ces 2 remboursements anticipés de garantie d'emprunt. Merci, ma chère Karine. On va donc voter sur la 15e délibération. Qui est contre? Abstention à l'unanimité. La 16e, contre, abstention à l'unanimité également. Merci. Nous avions évoqué un porté à connaissance sur le rapport d'activité de la CEMAP qui nous avait été réclamé. Je passe la parole à Fabrice Moulinet, notre adjoint en finance et vice-président de la CEMAP. Comme s'y était engagé Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal du 12 mars 2018, les représentants de la ville de Poissy soumettent au conseil municipal le rapport de gestion et les comptes clos du 30 septembre 2017 qui avait été soumis à l'Assemblée générale des actionnaires de la CEMAP le 28 mars 2018. Tel que cela résulte du rapport, et après un état des lieux d'entrée, la nouvelle direction générale installée depuis 2014 a travaillé sur les axes suivants. Résorption du déficit structurel généré par l'ancienne direction, relance de l'attractivité de la pépinière, 80 entreprises locataires avec un taux d'occupation à 98% et 70 domiciliations. Relance de l'investissement et programme de rénovation des équipements, climatisation, téléphonie, la fibre, la façade de l'espace média. Soutien du développement de la politique économique et commerciale de la ville par la mise en place d'une charte de fonctionnement avec la ville de Poissy. Par ailleurs, la société poursuit son processus de restructuration en profondeur. Ainsi, suivant la délibération du 12 mars 2018 votée au CM, les statuts de la CEMAP ont été modifiés afin de revoir le champ de son périmètre d'intervention dans le cadre d'opérations favorisant l'attractivité de la commune de Poissy. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport de gestion présenté à l'Assemblée générale des actionnaires le 29 mars 2018, accompagné du bilan de l'exercice du 30 septembre 2016 au 30 septembre 2017, établi par la Société d'économie mixte pour l'attractivité de Poissy, CEMAP. Merci. Merci Fabrice Moulinet sur ce porté à connaissance. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer sur ce rapport d'activité ? Je vous remercie. Nous prenons acte de... Ah, Monsieur Legrand. Bonsoir, Monsieur Legrand. J'ai noté que vous n'interveniez pas, simplement à la fin, vous m'avez dit. Pardon. Bonsoir. J'interviens. J'étais pas là au moment de la prise de note des délibérations. Donc, si je peux intervenir, ce sera la 17, 19 et 31. Parfait. Si c'est possible. Sur cette délibération sur la CEMAP, qui est quand même un outil important de développement économique pour la ville, est-ce qu'il serait possible à notre collègue Fabrice Moulinet de nous en dire un petit peu plus quand même sur les perspectives de développement, les perspectives économiques de la CEMAP, parce que le rapport était très bien sur les aspects financiers, sur les ratios financiers, sur son évolution. Mais le rapport était aussi très élogieux et contrasté avec la période précédente à la lecture du rapport. Mais ça pose une inquiétude puisque la fin du rapport indique un taux de remplissage proche de 100%. Donc on est proche de la rupture technologique, comme on dit dans certains cas. Donc quels sont les axes de développement puisque on est proche du maximum, voilà, et quelles sont les grandes pistes pour les années qui viennent, histoire qu'on puisse aussi un peu se projeter, c'est l'occasion. Merci. Merci Monsieur Legrand. La parole à Fabrice Moulinet. Oui. Alors c'est une question qu'on avait déjà abordée au dernier CM, puisque c'était justement l'objet des modifications statutaires que nous avions proposées. Donc, comme vous l'avez indiqué, effectivement, on arrive à son point de rupture technique
par rapport à la pépinière, on est quasiment au maximum. Et notre volonté, c'est que cette société d'économie mixte, comme ça a été l'engagement depuis le début, soit le bras armé d'un certain nombre de décisions ou d'impulsions que la ville peut avoir sur son territoire. Donc ça passe par quoi? Ça passe par l'attractivité du centre-ville de la ville de Poissy. Donc on a travaillé sur les statuts de cette société pour qu'elle puisse prendre à bras-le-corps tous les sujets d'attractivité commerciale en lien avec la ville et son adjoint délégué au commerce, avec qui, on va dire, il y a un travail en étroite collaboration sur un bon nombre de sujets, l'implantation de commerce, le travail sur les préemptions de cession de fonds de commerce et, le cas échéant, l'acquisition de pieds d'immeubles pour les relouer à des investisseurs, enfin pas des investisseurs, des commerçants, à des prix, on va dire, de loyer abordables pour leurs activités, puisqu'on constate quand même des certains niveaux de loyer qui sont en totale, on va dire, décorrélation avec le marché qu'il peut y avoir ou les perspectives de développement que des commerçants peuvent avoir en centre-ville. Donc ça fait partie des premières pistes de développement sur lesquelles on travaille bien. Deuxième piste de développement, c'est le travail de partenariat, et vous l'aviez très bien relevé d'ailleurs la dernière fois, qu'on essaye de mettre en place sur des partenariats privés-publics, c'est-à-dire sur des sujets, on va dire, de promotion immobilière, et non pas exclusivement d'aménagement, mais de promotion immobilière, mais sur des opérations structurantes pour la ville de Poissy. Le bon exemple que je peux donner à l'heure actuelle, c'est le parking dit PSA, ou l'extension du technoparc BIS. Pour le moment, on est en train de travailler sur une dénomination. Je pense même qu'on va essayer de lancer une petite consultation générale pour savoir si quelqu'un peut nous présenter des noms. Mais voilà, on travaille là-dessus en partenariat avec un promoteur immobilier pour aménager le parking et participer aux constructions des différents locaux. Tout ça pour nous permettre d'avoir une bonne vision sur les implantations d'activités qui apportent de la valeur ajoutée à la ville de Poissy et de l'emploi. Et ensuite aussi un peu de résultats pour la CEMAP qui aura donc, on va dire, qui pourra éventuellement, le cas échéant, le redistribuer à la ville de Poissy. C'est peut-être notre objectif aussi d'essayer de mettre en place des politiques de distribution de dividendes. Donc voilà un peu les perspectives, étant précisé qu'on est vraiment en train de finaliser les travaux. Donc je ne peux pas tout vous déflorer maintenant, puisqu'on travaille en partenariat avec la CDC, justement sur la mise en place de ce qui va venir, et on aura vraiment des idées beaucoup plus précises d'ici 6 mois. Voilà. Mais les orientations sont là. Monsieur Legrand. Je vous remercie, et je n'attendais pas de votre part, Monsieur Mouinet, que vous me défloriez tout ce soir. Merci à vous. Juste vous dire aussi que, évidemment, l'idée, et c'était la volonté que nous avions en partage avec Fabrice Moulinet, Patrick Meunier, notre adjoint au développement économique, et Jean-Jacques Nicot, notre adjoint au commerce, sur le fait de pouvoir conserver, évidemment, autant que faire se peut, des entreprises sur le site Pissiaquet. On a beaucoup travaillé avec un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, on est à même de pouvoir dire que l'entreprise Toufflet, qui est actuellement rue du Docteur Schweitzer, sera implantée dans cette extension du technoparc, et que nous avons aussi une autre entreprise d'importance qui travaille pour la communauté urbaine dans l'éclairage public notamment, qui souhaite venir s'installer également à Poissy. L'aménageur de cette extension a été désigné il y a un peu plus d'1 mois maintenant par la CEMAP. Les débuts des travaux démarreront début 2019. Quant à la consultation, évidemment que toutes les bonnes idées sont à prendre sur la dénomination de ce technoparc BIS, qui n'est absolument pas un joli nom. Et nous sommes tout à fait ouverts, et on lancera cette consultation avec l'équipe de Stéphane Gauthier, notre directeur de communication, mais on le fera également au travers des réseaux sociaux. Y avait-il d'autres demandes d'intervention avant que nous passions au vote, mes chers collègues? Je n'en vois pas. Passons donc au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité.
Nous avons pris la décision de retirer la 18e délibération pour un point technique sur l'adhésion de la ville de Poissy sur le syndicat numérique. Il y a 2 vérifications que nous devons effectuer et nous vous proposons de reporter cette délibération au prochain conseil municipal. Sur la 19e délibération, nous avons une autorisation de recours à l'intérim. Je passe la parole à Isabelle Drey-Bazerk, notre déléguée aux ressources humaines. Isabelle, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Un article de loi de 2009 autorise les collectivités territoriales à avoir recours à l'intérim. Cette solution pourrait être une option intéressante pour la direction des ressources humaines en cas d'urgence et de pénurie de candidats. Cela n'aurait pas vocation à remplacer la procédure classique de recrutement, mais à sécuriser la continuité de service. Cette délibération a pour but d'autoriser la ville à engager les demandes de sélection d'une entreprise de travail temporaire pour la mise en concurrence légale. Merci. Alors, il y avait des demandes d'intervention sur cette délibération. Qui souhaitait intervenir au niveau de l'opposition? Madame Potier, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. C'est juste une petite question. Cette proposition de recourir à ce service suppose des cas concrets. Y a-t-il eu des exemples précis pour l'année 2017 et combien, où il aurait été utile de faire appel à des travailleurs intérimaires? Merci. Monsieur Legrand. Oui, sur cette délibération, et alors qu'il y a des gros efforts qui ont été faits dans les années précédentes au niveau des ressources humaines, peut-être que là, on va quand même un petit peu loin en utilisant l'intérim, y compris sur des périodes qui vont jusqu'à 18 mois. Je pense qu'il serait quand même intéressant de pouvoir, je l'avais indiqué au moment du débat budgétaire, d'étendre un peu la bride autant que possible. Je sais que des efforts avaient été nécessaires, mais autant que possible sur cet aspect-là et qu'on soit vigilant sur cet aspect intérim. Pour ça qu'à titre personnel, je voterai contre cette délibération. Entendu, je rappelle juste que c'est une délibération cadre, et pour répondre à la question Madame Potier, non, nous n'avons pas fait appel à de l'intérim jusqu'à présent. Ça pourrait être le cas, le cas échéant, par exemple, sur des grands événements qui sont faits, sur des défections, sur des personnes malheureusement qui ne sont pas présentes ou qui sont blessées ou qui sont en arrêt maladie, etc., etc. On prend une délibération cadre par rapport à cela. Qui est contre? Monsieur Legrand, abstention. Madame Vinet, Madame Loquet, merci mes chers collègues. Nous passons désormais à la 20e délibération de ce conseil municipal avec une cession amiable par la ville d'une parcelle de 16 mètres carrés dans le domaine privé communal. La parole est à Sandrine De Santos, notre première adjointe déléguée à l'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Depuis le réaménagement du parking privé communal Le Pinceret, la ville de Poissy est restée propriétaire d'une petite bande de terrain inutilisée et coincée entre 2 propriétés riveraines. Une longue négociation a été entreprise entre la ville et l'indivision Billard-Manzagol, les propriétaires bailleurs du commerce Casanona, pour la cession de ces 16 mètres carrés. L'indivision a donné son accord pour les acquérir au prix de 7 200 €, prix estimé par le service du domaine, soit un prix de 450 € le mètre carré. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette cession. Merci Sandrine. Demande d'intervention. Qui est contre? Abstention. À l'unanimité, je vous remercie mes chers collègues. On passe à la 21e délibération. Sandrine De Santos, toujours s'il vous plaît, sur l'acquisition auprès d'aménageurs de la Coudray d'une nouvelle portion de terrain représentant l'assiette foncière. Merci, Monsieur le maire. Le 12 mars 2018, le conseil municipal a approuvé l'acquisition par la ville auprès de l'aménageur de la Coudray, qui est Grand Paris Aménagement, de diverses portions de terrain représentant l'assiette foncière nécessaire à la construction de l'équipement public de quartier, ainsi que d'autres sur lesquels se trouvent des équipements sportifs et la première partie des jardins potagers au sud-ouest du quartier. Aujourd'hui, Grand Paris Aménagement est à nouveau prêt à céder à la ville, à l'euro symbolique, de nouvelles portions de foncier sur lesquelles viennent d'être réalisés des jeux pour les jeunes enfants, une aire de pique-nique et en continuité la deuxième partie des jardins potagers, le tout sur une surface de 2379 mètres carrés. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition par la ville auprès de GPA à l'euro symbolique.
cette portion de foncier à l'intersection des rues des Mignot et Enrico Pigozzi. Merci Madame de Santos. Qui est contre? Abstention à l'unanimité. Merci mes chers collègues. On passe à la 22e délibération portée par notre collègue et amie Aline Smani, déléguée aux aînés et à la famille, sur le réseau Ville Amis des aînés. Aline, la parole est à vous. Monsieur le maire, eh bien, à l'horizon 2030, en France, plus de 25% de la population aura plus de 65 ans. Aujourd'hui, à Poissy, un Pisiaquais sur 5 a plus de 60 ans et nombreux sont ceux qui vivent seuls, une solitude bien souvent subie. Toutes ces données nous obligent à apporter des solutions pour anticiper et prévenir les risques liés au vieillissement. C'est dans cette dynamique que nous avons créé en janvier 2015 la Maison Bleue, site entièrement dédié aux seniors autour d'un guichet unique, avec plus de 17 000 visites par an. En septembre 2015, un second dispositif a été mis en place, les navettes bleues, transport gratuit de proximité pour faire voyager nos aînés dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. Plus de 3 000 montées par mois sont enregistrées. En septembre dans un souci de n'oublier personne, nous avons également mis en place des visites de convivialité à domicile pour nos aînés isolés et vulnérables. En mai 2017, le Poisson Rouge a vu le jour. Transport à la demande individuelle, accompagné, gratuit, pour nos aînés à mobilité réduite et isolés. L'occasion m'est donnée d'adresser un remerciement particulier à la Fondation Peugeot pour le don du véhicule, le Lions Club doyen de Poissy pour sa participation financière, la Croix-Rouge qui nous apporte toute son expérience et bien sûr les conducteurs accompagnateurs pour leur engagement au quotidien. À travers toutes ces actions, nous avons voulu mettre en place pour nos aînés encore une multitude d'actions dont je ne citerai pas parce qu'il y en a beaucoup. Mais nous voulons construire ensemble une ville où il fait bon vieillir ensemble, qui porte haut les valeurs républicaines de solidarité. Victor Hugo disait « Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre l'exclusion ». Eh bien, Poissy donne corps et résonance à cette citation. Pour faire face à cet enjeu, le réseau francophone Ville Amis des aînés, en lien avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, encourage les villes à s'adapter aux besoins des aînés avec des référentiels de qualité et des échanges de bonnes pratiques. Poissy répond d'ores et déjà à un certain nombre de critères. La ville va s'engager à développer des initiatives répondant aux besoins qui seront identifiés. Les membres du Conseil des sages ainsi que le CODES sera sollicité. Ce dispositif se déroulera sur un cycle de 5 ans et le coût de l'adhésion à l'année sera de 475 €. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les élus, je vous remercie d'apporter votre soutien à cet engagement pour qu'ensemble, nous fassions de Poissy une ville où il fait bon vivre et que nos aînés prennent toute leur place dans la vie de la cité. Je vous remercie. Merci Aline. Demande de prise de parole de Madame Vinet. Merci Monsieur le maire. Donc on ne peut être bien entendu qu'en accord avec cette délibération, mais j'en profite pour demander des nouvelles de Poissy, ville amie des enfants. Il me semble que pour avoir ce label, un certain nombre d'actions doivent être faites. Qu'en est-il? Alors, je passe la parole à Karine. Karine Monet-Villain, qui va nous parler de la ville amie des enfants. Qui passe la parole à Pierre-Alexandre Duchesne, qui, en benjamin de l'Assemblée, va se faire un plaisir de répondre à Madame Vinet. Pierre-Alexandre, la parole est à vous. Alors oui, effectivement, le partenariat avec l'UNICEF a été un peu délaissé ces derniers mois. On reprend les choses en main et nous jumelons les actions Ville Amie des enfants avec le CMJ. Voilà. Donc on trouve ça plus pertinent que ce soit des enfants qui sollicitent la chose. Donc je sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais
Non, mais ce qu'on pourrait faire, c'est, s'il vous plaît, pour le prochain conseil municipal, avoir un bilan et un plan d'action par rapport à cela, s'il vous plaît. Merci. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. Merci, mes chers collègues. Nous passons à la 23e délibération qui concerne le parrainage financier de Saint-Louis Immobilier et d'autres partenaires que va révéler Fatia El Massaoudi pour la réalisation de la Pissiacaise 2018, notre adjointe à la jeunesse et au sport. Chère Fatia. Merci, Monsieur le maire. Comptant parmi, je vous propose de faire un mixte des deux. Très bien. Des deux. 23 et 24. Exactement. Que nous voterons séparément. Exactement. Comptant parmi les événements sportifs les plus importants des Yvelines, avec plus de 6 000 participants en 2017, la 8e édition de la course nature La Pissiacaise, portée par la ville de Poissy, s'est déroulée le dimanche 8 avril avec plusieurs épreuves. Course pédestre, bike and run, randonnée, challenge entreprise, sans compter les journées réservées aux collégiens et écoliers. Sensible à la Pissiacaise, événement sportif d'intérêt général, plusieurs entreprises ont souhaité s'engager aux côtés de la ville de Poissy dans le cadre d'actions de parrainage et de mécénat. Les dons suivants sont ainsi apportés à la ville. Alors, dans le cadre des parrainages, 6 000 € de Saint-Louis Immobilier, 3 000 € de Suez, 3 000 € de Décathlon, 3 000 € de Vauban Automobile, 6 500 € de la Marnière, 1 500 € de la Société Générale. Dans le cadre des mécénats, 1 500 € de Action Gestion mécénat financier, 4 325 € d'Isostar mécénat en nature, 1 000 € de Foulée magasin de Poissy mécénat en nature et 1 500 € de Sogérès mécénat en nature. Ces parrainages et mécénats ont été contractualisés par des conventions entre la ville de Poissy et chaque parrain ou mécène. Sont inscrits dans ces conventions, entre autres, l'objet et la durée du partenariat, le montant et les modalités de versement de la participation financière ou du don, ainsi que la liste des contreparties. La ville de Poissy remercie chaleureusement Saint-Louis Immobilier, Suez, Décathlon, Vauban Automobile, La Marnière, la Société Générale, Action Gestion, Isostar, Foulée et Sogérès pour leur engagement fort en faveur de la Pissiacaise 2018. Merci. Et j'en profite pour remercier évidemment le service des sports, le service événementiel, le service communication, la police municipale de Poissy et de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que les partenaires de la course dont la communauté urbaine et le département, et puis évidemment les 3 élus qui sont particulièrement investis sur cet événement si important pour la ville de Poissy, Fatia El Massaoudi, Michel Prost et Vanessa Hubert. Merci mes chers collègues. Je vous propose de voter la 23e délibération. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité. La 24e qui est contre? Abstention? À l'unanimité. 25e délibération, le parrainage de 2 idéaux productions en faveur de la réalisation des salons alternance, job d'été et étudiants et 4 heures de l'emploi 2018. La reine de l'emploi à Poissy, Lydie Grimaud, notre déléguée. Lydie, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une action de parrainage de la société 2 Idéaux Productions proposant de nous réaliser 2 spots publicitaires concernant les 2 salons de l'emploi de 2018. Ils recevront en contrepartie une visibilité par l'insertion du logo 2 Idéaux sur les différents supports de communication de ces 2 salons et une mise à disposition de salles, le tout valorisé à 2 500 €. Je profite de ce moment pour vous faire un retour sur ces 2 salons, enfin le retour pour le premier. Le premier salon, le salon de l'emploi du mercredi 2 mai 2018, orienté jeunesse, mais pour tout type de contrat. Il a réuni donc une centaine d'exposants recruteurs, aussi bien des entreprises que des centres de formation d'apprentissage associés avec une offre d'employeurs, pour tout type de métier. Les métiers principalement représentés étaient l'informatique, l'automobile, l'aide à la personne, l'hôtellerie-restauration, l'environnement, le transport. Nous avions 3 600 offres d'emploi présentes sur place, sans compter des offres d'armée, RATP et police qui se comptent, elles, par milliers. Ces 3 600 offres étaient découpées en 1 400 CDI, 1 000 offres d'emploi d'alternance, 850 offres intérim, le reste étant regroupé sur des jobs d'été, jobs étudiants et stages.
En complément, une zone de petites annonces affichait environ 200 jobs d'été récoltés par le Biche de Poissy. Bilan de cette demi-journée, 3700 visiteurs. Le retour côté employeur, c'est un petit peu tôt pour le faire. Tout ce que l'on peut dire, c'est que des contrats, surtout d'intérim, ont été signés sur place. Il y a beaucoup de rendez-vous pris. Le deuxième salon, les 4 heures de l'emploi, se déroulera le lundi 1er octobre à 13h30. Il est axé demandeurs d'emploi, tout type de contrat, mais aussi des offres d'alternance non pourvues qui seront aussi là pour la jeunesse. On va retrouver aussi des entreprises pour aider à la création de son propre emploi, mais des organismes de formation pour adultes seront aussi présents. La ville n'ayant pu répondre favorablement à toutes les entreprises souhaitant recruter lors du salon du 2 mai, malgré un surbooking, une préliste est déjà établie. On a déjà une dizaine d'entreprises pour le prochain salon. Voilà. Et le téléphone sonne toujours. Donc, je reviens sur la délibération. Donc, la ville remercie chaleureusement 2 Idéo Productions pour son parrainage et sa fidélité. Merci Lydie. Et le téléphone sonne toujours, et pendant ce temps-là, il y a toujours 22 000 offres d'emploi qui sont non pourvues dans le département des Yvelines. 22 000 offres d'emploi non pourvues. Monsieur Legrand. Oui, une fois n'est pas coutume, je souhaitais me réjouir de la façon dont sont organisés ces salons, et remercier notre collègue Lydie Grimaud pour son engagement à 300% pour l'emploi des jeunes. Je sais qu'elle ne compte pas ses heures, et j'ai pu le voir sur plusieurs salons où il faut mieux ne pas être une entreprise, autrement on subit le harcèlement, mais un harcèlement de Lydie Grimaud. Bon, arrêtez-vous là, monsieur Legrand. J'allais m'arrêter et vous avez coupé mon souffle. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est le maximum, mais en tout cas, c'est bien. Et en tout cas, c'est bien de faire du surbooking sur les entreprises. Merci. Très bien, merci pour cette intervention. Qui est contre? Abstention à l'unanimité. Merci mes chers collègues. 26e délibération. Juste remerciement évidemment pour les bénévoles qui ont aussi contribué à la réussite de ces différents salons, et je fais aussi un clin d'œil aux 180 bénévoles qui ont parfaitement réussi et contribué au succès de la dernière Pissiacaise. La 26e délibération portée par notre adjointe au patrimoine Florence Xolin concerne une convention de cession de droits photo pour la signalétique touristique en gare de Poissy. Bonsoir Florence. Merci Monsieur le maire et bonsoir mes chers collègues. La gare de Poissy bénéficie depuis l'automne dernier d'une signalétique touristique spécifique, vous l'avez sans doute remarqué, qui permet de valoriser et de mieux faire connaître les sites principaux à découvrir. Cette opération, qui a été réalisée en partenariat avec la ville, en particulier pour la rédaction des textes et pour la fourniture des visuels, est due à l'initiative de la SNCF, que nous félicitons d'avoir choisi Poissy comme destination prioritaire. Nous vous proposons d'approuver cette délibération qui prévoit donc la cession des droits photos à la société Zaka, qui est le prestataire choisi par la SNCF pour la réalisation de cette opération. Merci. Merci Florence. Qui est contre? Abstention à l'unanimité, mes chers collègues. Nous passons à la 27e délibération avec une convention de... J'ai dit 27e, c'est 26e? Non, c'est 27e. Convention de transfert dans le domaine public des voiries, réseaux et espaces verts qui sont propres au centre Maurice Clerc. Sandrine de Santos. Merci, Monsieur le maire. Le groupe Peugeot Citroën souhaite vendre le centre Maurice Clerc au groupement Nexitis Italios, qui a été retenu suite à une consultation pour construire sur ce site un projet immobilier. La ville et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise sont attachés à ce que ce nouveau quartier soit ouvert sur les quartiers avoisinants de Borgard et de la Coudray. Il a donc été demandé à l'aménageur d'intégrer dans son projet une liaison douce qui permettra aux enfants de rejoindre à pied le groupe scolaire, aux habitants de se rendre dans les commerces du quartier de la Coudray, et pour ceux de la Coudray, de pouvoir aisément rejoindre à pied le quartier de Borgard. Les espaces collectifs qui prendront place au sein du quartier Maurice Clerc, le parc, le jardin central, la placette et la circulation douce qui fera la liaison avec le quartier de la Coudray, étant destinés dans un premier lieu à l'usage des futurs résidents du quartier Maurice Clerc, ils seront intégralement réalisés et financés par Nexitis Italios. Toutefois, afin de garantir l'accessibilité à tous
et pour permettre l'acquisition des logements à des prix maîtrisés avec des charges de fonctionnement modérées, il a été convenu qu'une convention tripartite soit signée entre la communauté urbaine, la ville et les promoteurs, déterminant la charge de chacun. La communauté urbaine aura la charge d'entretenir la voirie, la placette et la liaison douce. La ville assurera l'entretien des espaces verts et chacune des sociétés bénéficiaires d'un permis de construire prendra en charge le financement de la partie de l'aménagement d'espaces verts situés sur sa parcelle. Je vous demande donc d'autoriser, Monsieur le maire, à signer les conventions de transfert dans le domaine public des voiries, réseaux et espaces verts propres au projet Maurice Clerc. Merci Madame Dos Santos, merci Sandrine. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, mes chers collègues, je vous remercie. Nous passons désormais à la 28e délibération sur une convention pour un puits de carbone en centre-ville de Poissy. La parole à Georges Monnier. Merci, Monsieur le maire. La société Suez Hauts-de-France a développé un purificateur d'air dit puits de carbone. Ce concept s'inspire des propriétés purificateurs des algues sur l'eau et vise un double objectif, réduire la concentration de CO2 et produire de l'énergie verte. Ce puits de carbone fonctionne avec le principe de captation du CO2 par photosynthèse. Les microalgues sont mises en culture dans l'eau et captent la pollution ambiante pour se nourrir et se développer via un système de ventilation. L'air purifié par ce procédé naturel est ensuite rejeté à l'extérieur. La capacité de captation du CO2 de la colonne équivaut à la capacité de 100 arbres, soit une tonne de CO2 absorbée chaque année. Les microalgues en fin de vie sont transférées via le réseau d'assainissement jusqu'à une station d'épuration pour être transformées en biométhane et alimenter le réseau de gaz de la ville. Ce puits de carbone sera installé en face de la gare sur la station de taxi. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser, Monsieur le maire, à signer cette convention avec Suez Hauts-de-France. Merci Monsieur Monnier. Je passe la parole à Monsieur Falzon. Bonsoir Monsieur Falzon. Merci, Monsieur le maire. Vous nous avez vanté les mérites de l'achat par rapport à la location, par exemple pour loger les services municipaux. Notre question est donc la suivante. Pourquoi louer cet équipement plutôt que l'acheter? Merci. Merci Monsieur Falzon. On veut d'abord voir si ça fonctionne bien et si c'est efficace. Si ça ne l'était pas, on reverrait notre copie. C'est ce que nous avons dit aux prestataires. Je pense qu'il est important, en tout cas, d'avoir une démarche à la fois de, non pas de prévention, mais d'engagement de la collectivité en faveur du développement durable, évidemment, qu'on puisse aussi avoir une démarche, et c'est la raison pour laquelle, avec notamment Georges, mais aussi Gilles Djirama, notre délégué au cadre de vie, nous avons souhaité mettre en place un outil pédagogique autour de ce puits de carbone, dont vous êtes cordialement invité à l'inauguration qui aura lieu le 22 mai, en présence de notre député. Pour lequel il y ait évidemment à la fois un endroit qui soit spécifique et dont on peut penser qu'il est pollué. Avec la circulation devant la gare, on peut le penser. Mais aussi, il y a un endroit où il y ait un certain nombre de passages, et effectivement, c'est l'endroit donné. On fera un bilan, a priori, d'ici 6 mois. Et on aura quelques éléments de réponse d'ici 6 mois, même si en général il faut attendre 1 an, on aura quelques éléments de réponse. Et évidemment, si on avait des résultats encourageants par rapport à cela, alors nous irions vraisemblablement vers de l'investissement sur le sujet, Monsieur Falzon. Étant entendu que nous avions identifié avec mes collègues d'autres endroits qui ne nous ont pas été autorisés par notamment les architectes bâtiments de France, compte tenu des implantations proposées. C'est une première étape, mais je pense que c'est bien de l'enclencher, d'autant que c'est le premier démonstrateur de ce type en France qui sera proposé encore une fois la semaine prochaine. Je peux avoir l'horaire, s'il vous plaît? À 11h. Voilà, 22 mai à 11h. Y avait-il d'autres demandes de prise de parole, s'il vous plaît? Monsieur Djeraman. Oui, Gilles. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Simplement pour souligner l'aspect vraiment novateur de cette démarche,
En tant qu'élu à l'environnement, je trouve qu'on est en train de prendre là un tournant qui est important, puisque on est vraiment au centre des biotechnologies et les plus avancées. Donc moi, je suis très heureux que Poissy participe à ce mouvement. Et on aura l'occasion de revenir sur les aspects pédagogiques. On envisage peut-être lors de la fête de la science de pouvoir expliquer à la population encore plus comment ça marche. Merci Gilles. Et merci pour cette action et initiative. Qui est contre? Abstention? Merci mes chers collègues. Nous passons à la 29e délibération qui concerne la modification du règlement intérieur des séjours organisés par le service jeunesse. Fatia El Massaoudi, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Alors, quelques modifications ou ajustements doivent être apportés au règlement intérieur des séjours organisés par le service jeunesse. Il sera notamment précisé que le versement de l'aide allocation et les bons CAF dépend de l'enveloppe budgétaire allouée par la caisse d'allocation familiale et le tarif extramuros sera fixé selon le quotient familial avec une majoration de 30% par rapport au tarif PISIAC. Il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications du règlement intérieur. Merci. Merci Fatia. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Nous passons donc au vote. Qui est contre? Abstention? À l'unanimité, mes chers collègues, je vous remercie. Nous passons à la 30e délibération qui concerne la communauté urbaine avec l'avis du conseil municipal sur le projet de programme local de l'habitat intercommunal arrêté sur la période 2018-2023. Sandrine Dos Santos. Merci, Monsieur le maire. Donc cette délibération, qui est une délibération importante et lourde, vous avez dû le voir dans le rapport puisqu'il fait 16 pages. J'ai essayé donc de le résumer en gardant les choses essentielles, mais pour tous les détails, je vous invite à vous rapporter à ce rapport qui est particulièrement bien fait. Depuis le 1er janvier 2016, la compétence habitat relève de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Ainsi, par délibération du Conseil communautaire du 12 mai 2016, la communauté urbaine a engagé l'élaboration de son premier programme local de l'habitat intercommunal, PLHI, pour la période 2018-2023. Élaboré pour une durée au moins égale à 6 ans, ce programme est un document stratégique de planification visant à répondre aux besoins en matière de logement et à favoriser la mixité sociale. Il a pour objectif de répartir de façon équilibrée et diversifiée les logements entre l'ensemble des communes et entre les quartiers d'une même commune. Document obligatoire, le PLHI décline les actions à l'échelle de l'intercommunalité et des communes, tout en précisant les moyens mobilisés pour y parvenir, ainsi que le calendrier prévisionnel. Le projet de programme local de l'habitat ainsi déterminé est transmis aux communes qui disposent d'un délai de 2 mois pour faire connaître leur avis. Au vu de cet avis, le Conseil communautaire délibère à nouveau sur le projet et le transmet aux représentants de l'État. Le Conseil communautaire adopte ensuite le programme local de l'habitat. La réalisation du PLHI de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise est d'autant plus délicate que le territoire est marqué par ces contrastes en matière d'habitat. En effet, les profils des communes sont hétérogènes et portent des enjeux très divers. La communauté urbaine est composée de 15 communes de plus de 8000 habitants et de 39 communes de moins de 2000 habitants. L'attractivité de ces territoires est dépendante de la conjugaison de plusieurs facteurs: emploi, transport, équipement et infrastructures. Et c'est en ce sens qu'il s'agit d'un enjeu majeur, notamment en termes de dynamique démographique. Ainsi, 3 secteurs géographiques se dessinent sur le périmètre de la CU. Secteur ouest, correspondant au Mantois, secteur est, polarisé par la ville de Poissy, et le secteur centre, qui s'étend de part et d'autre de la Seine autour des Mureaux. Sur la période 2018-2023, un volume de 2600 logements susceptibles d'être annuellement autorisés a été identifié, correspondant à une capacité de production importante sur le territoire, avec de nombreuses opérations parfois engagées de longue date. Il s'agit bien d'un potentiel d'autorisation, tel qu'il résulte de recensement des projets communaux. Des efforts de priorisation et de phasage des projets restent nécessaires dans la durée pour assurer une fluidité des écoulements de production et un développement harmonieux du territoire.
En ce qui concerne plus précisément Poissy, le projet de programme local de l'habitat proposé est le suivant. Assurer un développement équilibré de la commune, cohérent avec le projet de territoire de GPSEO, en modérant la construction neuve à absorber par le marché, en autorisant en secteur de projet environ 1479 logements à horizon 2023 sur 8 projets qui sont identifiés et précisés dans le rapport, en mettant en place des outils pour limiter la construction neuve en diffus de nature à accroître la pression sur les équipements de la commune, en prévoyant et en finançant les équipements induits par le développement résidentiel important et en veillant à proposer une offre de transport en commun suffisante. Il s'agit également de contribuer au parcours résidentiel en proposant une offre adaptée aux ménages aux revenus intermédiaires, en produisant potentiellement 845 logements en accession sociale ou maîtrisés pour permettre l'accueil des ménages primo-accédants aux ressources intermédiaires, d'autoriser 18 logements en PSLA dans le secteur de projet de la Coudray. Alors PSLA, c'est un prêt qui est donné sous certaines conditions pour acquérir un bien, et en identifiant les éventuels besoins d'une offre locative intermédiaire en préalable à tout projet de développement. Le troisième axe est d'agir pour un parc social attractif et une mixité sociale renforcée. Avec 34,37% de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2016, la commune de Poissy respecte les obligations de la loi SRU. Le quatrième axe est de prévenir la dévalorisation du parc privé, de renforcer son amélioration et de lutter contre l'habitat indigne, en assurant un suivi des copropriétés potentiellement dégradées ou qui risquent de le devenir, anciennes ou récentes, en anticipant la mise en service de programmes d'accession et en sensibilisant les futurs acquéreurs aux droits et devoirs des copropriétaires, en poursuivant la mise en œuvre d'actions visant la rénovation énergétique du parc privé, comme le programme Habiter mieux, et en participant aux réflexions concernant les problématiques d'habitat indigne et d'adaptation du parc privé au vieillissement. Le dernier axe est de contribuer aux réponses aux besoins spécifiques de logement, avec par exemple le projet de création d'une résidence senior de 120 places au jardin de la Coudray. Ces préconisations sont globalement conformes aux prévisions et à la demande de la commune de Poissy. Cependant, il est proposé de ne pas entériner le chiffre de 845 logements en accession sociale ou maîtrisés dans les secteurs dits à TVA réduite. En effet, la commune ne peut s'engager sur un chiffre aussi important, car on ne peut pas prédire le nombre d'acquéreurs qui rentreront dans les critères de la TVA réduite. Il serait plus opportun, en effet, de revenir au chiffre initial, environ 500 logements, et de limiter cela aux logements à prix maîtrisé. Par ailleurs, il est demandé que les 86 logements construits par Nexity à l'arrière de la mairie rentrent dans le champ des opérations en cours, car même si le permis date de 2015, les travaux viennent tout juste de commencer. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet local de l'habitat intercommunal arrêté, sous réserve des 2 remarques susmentionnées. Merci Madame de Santos pour l'exhaustivité de cette présentation sur le plan local de l'habitat intercommunal. Un certain nombre de demandes de prise de parole. Madame Loquet. Madame Vinet. Bien, quelques remarques donc sur le PLHI. On peut dire que dans le domaine de l'aménagement du territoire, l'intérêt intercommunal est évident. Nous vivons dans une communauté urbaine à la fois urbanisée, industrialisée, mais aussi agricole. Cette richesse, cette diversité, il faut la préserver tout en pensant l'accroissement inéluctable des populations en région parisienne. Si nous ne voulons pas répéter les erreurs urbanistiques des années 70, il faut programmer le développement urbain. Je suis globalement en accord avec le PLUI, pourtant je voudrais émettre quelques réserves. Sur Poissy, la prévision de ne plus construire de logements sociaux jusqu'en 2023 me semble dommage. En effet, 70 à 80% de la population française est en droit de demander un logement social au regard de ses revenus. Poissy est au-dessus de ses obligations de la loi SRU, soit, mais à chaque opération de logement privé, le pourcentage de logements sociaux baisse mécaniquement. La ville de Poissy est assez équilibrée en termes de mixité sociale. On peut regretter le regroupement territorial des logements sociaux.
C'est pourquoi chaque opération de construction devrait, autant que possible, comporter des logements sociaux afin de tendre à plus de mixité sociale. D'autres villes du territoire, comme Mantes-la-Jolie ou les Mureaux, sont plus que riches en logements sociaux. C'est pourquoi j'espère que GPSEO sera ferme et aidera toutes les communes retardataires dans ce domaine à se mettre à jour en termes de logements sociaux. Une délibération de la CU, et d'ailleurs j'ai voté contre, dispensait momentanément certaines communes de leurs obligations dans ce domaine, attendant ainsi peut-être une modification de la loi SRU par le gouvernement Macron. Ce n'est pas de bon augure pour la réalisation de cette fameuse mixité sociale qui est dans tous les discours, mais moins sur le terrain. Je vous remercie, Madame Vinet. Madame Loquet. Je vous remercie. Donc vous citez 1479 logements seront programmés sur la période de 2018-2023 sur 8 projets. Une résidence sociale mixte est prévue accueillir des étudiants et des jeunes actifs. Quelle en serait la localisation? Pouvez-vous nous en dire davantage? Merci. Merci, Madame Loquet. Et Monsieur Falzon? La parole est à vous, Monsieur Falzon. Merci, Monsieur le maire. En fait, j'ai eu la réponse à mes questions dans l'exposé de Madame Dos Santos. Je vous remercie. Parfait. Merci, Monsieur Falzon. Juste un mot par rapport à ça, et vous le savez, je crois qu'avec mes collègues, on est d'ardents défenseurs, effectivement, sur la mixité sociale. Et à titre personnel, je n'ai pas besoin de retracer mon histoire, et la traçabilité parle pour ce en quoi je crois sur le carrefour que nous avons, et je le rappelle, souvent raté en matière de mixité sociale. On pourrait se cacher derrière notre petit doigt en disant qu'à Poissy, nous avons suffisamment de logements sociaux. On pourrait se cacher devant notre petit doigt en considérant que les rénovations urbaines que nous avons ensemble organisées aboutissent à de bons résultats. J'en prends un exemple. Quand on parlait tout à l'heure je dirais d'avoir des espèces de concentration de logements sociaux, et c'était le cas dans les années 70, et on peut prendre le cas par exemple de la Coudray, 602 logements à l'époque. Je crois que la Coudray, c'est un bel exemple de réussite en matière de rénovation urbaine par rapport au plan en rue, avec cette mixité que nous allons trouver. Je crois, oui, que nous avons raté un virage, et on est tous responsables. Et les élus, et pas les élus d'aujourd'hui, d'hier, avant-hier, tous les élus dans l'histoire, les partenaires, les bailleurs et aussi l'État. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra évidemment, et je le répète, je le dis depuis plusieurs années, se mettre autour de la table pour effectivement avoir une vraie mixité sociale qui fasse qu'aujourd'hui, par exemple, on arrête, entre guillemets, d'avoir des contingents systématiquement que nous refaisons aujourd'hui, mais que nous avions accepté à notre entrée en 2014 sur un certain type de population, il n'y a pas d'autre nom, qui irait dans des quartiers systématiques. Et ces mêmes personnes sont les premiers à revendiquer une autre orientation, et on peut les comprendre, et nous les soutenons sur cette mixité sociale. Donc je rejoins ce que dit évidemment Madame Vinet. Ensuite, non, il n'est pas question de s'interdire d'avoir des logements sociaux à la ville de Poissy dans les prochaines années. La preuve, c'est que nous avons des projets en cours. Je prends le cas du projet Fernand-Lefebvre, qui est une reconstitution notamment de l'offre de la Coudray, où il y a de la mixité sociale. Je prends le cas de la ZAC Rouget de Lille, où il y a un certain nombre de reconstitutions d'offres de la Coudray. Il y aura effectivement des logements sociaux au sein de la ZAC. Le foyer jeune actif dont parle Madame Loquet sera implanté au cœur de la ZAC Rouget de Lille, donc avec des logements sociaux. Et nous travaillons aujourd'hui sur, je dirais, une optimisation de projets sur laquelle on ne s'interdit pas effectivement d'avoir du logement social. Là, vous avez un PLHI qui vous a été présenté, qui d'ores et déjà mériterait une optimisation et un ajustement. Par exemple, quand on parle du projet Fareva, le projet Fareva n'est plus porté par Pitch Promotion, le partenaire qui avait été évoqué au départ. On a un certain nombre d'autres projets, et ça c'est un choix du propriétaire, qui n'est pas porté par les bailleurs ou promoteurs concernés. Donc oui, nous souhaitons aller effectivement avec une vraie mixité sociale à laquelle nous devons tous participer. Maintenant, c'est vrai. Moi, j'aimerais que nous lissions effectivement cette loi SRU sur l'ensemble du dispositif de la communauté urbaine, parce que, alors je prends le cas d'autres communes qui sont des communes très riches, qui n'hésitent pas à payer effectivement de fortes amendes pour ne pas avoir de logements sociaux. Ben, moi, je suis effectivement contre ça. Et je pense que Poissy est un des exemples. Je dis souvent que Poissy, c'est une photo de notre beau pays.
Poissy, c'est une très belle photographie de la mixité sociale de notre beau pays. Et je crois que ça devrait être plus que jamais pris en exemple. Il y a d'autres communes, vous les citiez, il y a Mantes-la-Jolie, il y a les Mureaux, on pourrait aussi parler de Sartrouville. Il y a d'autres communes, effectivement, qui font ces efforts. Et je pense que, quand je dis ces efforts, qui font de la mixité sociale une vraie mixité sociale. Et moi, je vous rejoins. Il y a des communes qui, sous prétexte qu'elles soient riches, et j'espère que ça changera, au niveau du gouvernement, qu'il y aura une vraie décision qui sera faite pour que chacun participe à l'effort. Sinon, on ne s'en sortira pas, je le dis ici, on ne s'en sortira pas, et évidemment qu'on dépasse les frontières de la ville de Poissy, on ne s'en sortira pas sur la mixité sociale, et donc on ne s'en sortira pas sur le bien vivre ensemble, ce pourquoi, je pense, nous travaillons au quotidien, et les uns et les autres. Y avait-il d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Legrand. En complément de ce que vous indiquez, je crois que c'est d'abord l'État qui est garant de l'égalité républicaine et de la fraternité sur le territoire républicain avant les élus. Les élus doivent y contribuer. Les préfets sont les premiers responsables de cette chose en étant des représentants de l'État. C'est la première chose que je souhaitais rappeler et qu'il y a eu une réelle défaillance des services déconcentrés de l'État. Du plus haut niveau jusqu'au sous-préfet ou préfet politique de la ville. La deuxième chose, c'est donc que je comprends d'une part que vous seriez particulièrement opposé, Monsieur le maire, à ce que le président de la République et le Premier ministre ne retiennent qu'une partie des propositions du plan Borloo. Ça fait plusieurs fois que vous intervenez sur le sujet, donc je suppose que vous le soutenez à 200%. Et enfin, est-ce que vous seriez favorable à une condamnation pénale des élus qui ne s'inscriraient pas dans une dynamique, condamnation pénale d'inéligibilité notamment, réelle, d'élus qui ne s'inscriraient pas dans une dynamique, parce que des fois ils sont très loin, ils n'ont pas choisi d'être très loin du seuil de la loi SRU, mais en tout cas de s'inscrire dans une dynamique de rapprochement du seuil SRU. Merci Monsieur Legrand. Bon, je ne vais pas jusque-là, évidemment. Je dis simplement qu'il y a des décisions qui ont été prises, et notamment le PLHI en fait partie, pour qu'on ait une meilleure mixité sociale, notamment sur notre territoire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous ayons une réflexion sur le territoire. Et encore une fois, pas seulement à l'échelle de nos communes. C'est bien l'enjeu de ce PLHI. Parce que, encore une fois, Poissy, je dirais que nous sommes bien lotis en matière de mixité sociale, mais encore une fois, c'est pas parce que nous avons une loi SRU qui est à 34 et quelques pourcents qu'il faut simplement s'en satisfaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que nous trouvions, un peu comme ça se passe actuellement à la Coudray, eh bien voilà, je dirais un mariage entre des accessions privées avec du logement social, qu'on puisse peut-être réitérer la même chose, ce sur quoi nous travaillons sur le plateau de Borgard, et on ira sur l'accession à la propriété sur ce quartier, et nous ferons de même dans un second temps, chaque jour suffit sa peine, du côté de Saint-Exupéry. Ça me paraît important. Ce que nous faisons à Poissy, franchement, alors on dit souvent que le chameau voit pas sa bosse, mais les retours que nous avons sur l'extérieur, c'est souvent des signes positifs par rapport à cela. Mais c'est vrai qu'il faut qu'au niveau de la communauté urbaine, nous envoyions un message fort par rapport effectivement à cette mixité sociale. Sinon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne s'en sortira pas. Et je ne vous parle pas de départements voisins où là, je ne vais pas plus loin. Et toute obédience confondue, évidemment. Maintenant, oui, je soutiens le plan Borloo de toutes mes forces. Et pourquoi? Parce qu'enfin, il y a un plan Borloo. Après, la frustration qui est la nôtre ici, c'est qu'encore une fois, le budget consacré à la politique de la ville représente 0,1% du budget de l'État. Alors qu'on voit bien qu'il y a des vrais sujets sensibles sur lesquels on pourrait prendre à bras-le-corps en matière d'insertion, en matière d'emploi, en matière de sécurisation, en matière aussi de mixité sociale. Tout ça est pour moi très transversal. Donc si moi j'ai un message à faire passer, c'est que non seulement il faut que le plan Borloo soit appliqué, mais qu'en plus, dans les années à venir, eh bien on augmente le curseur, on ne peut pas faire pire. On augmente le curseur en matière de politique de la ville, ça me paraît évident. Quitte à diminuer certains autres curseurs, évidemment. Alors, on ne va pas le faire ici, mais c'est des sujets sur lesquels on pourrait évidemment partager. Merci mes chers collègues pour la qualité de ces échanges, et je vais donc passer au vote pour l'approbation de ce PLHI, s'il vous plaît. Qui est contre? Pardon? D'accord, Madame Méret est contre. Très bien.
Donc Madame Méret, puisque Madame Lefebvre a le pouvoir de Madame Méret, évidemment. Abstention. Merci, mes chers collègues. Nous passons à la 31e délibération concernant l'examen de gestion compétences scolaires et périscolaires suite au porté à connaissance du rapport des observations définitives du contrôle de la Cour régionale, de la Chambre régionale des comptes. Mes chers collègues, l'objet de ces délibérations est de prendre acte du rapport complémentaire, dit cahier numéro 2, de la Chambre régionale des comptes relatif à l'examen spécifique des compétences scolaires et périscolaires sur les exercices 2012 et suivants. Pour rappel, la Chambre régionale des comptes a procédé à un contrôle élargi qui aura donc duré 1 an sur l'initiative des collègues et de la municipalité, avec de multiples rencontres avec les magistrats diligentés et a fait l'objet de la production par les services de près de 1000 pièces et de centaines d'heures de travail. Le contrôle, comme cela a été discuté au précédent conseil municipal, a d'abord porté sur la gestion et le contrôle des comptes de la collectivité. Mais ce contrôle, à la demande, non pas de la Chambre régionale des comptes, mais à la demande de l'État, qui a souhaité avoir une enquête diligentée sur l'ensemble des collectivités, a été étendu à une thématique étudiée au niveau national. Dans le cas présent, il s'agit de la thématique compétences scolaires et périscolaires. Sur cette thématique, la CRC nous a donc livré un rapport très dense qui aborde 5 thématiques distinctes auxquelles vous avez pu avoir lecture. L'organisation de la politique scolaire, la dynamique des dépenses et des recettes, la réforme des rythmes scolaires, les relations avec les services de l'État, les modes d'organisation et de gestion. Je rappelle que tous ces items étaient communs à l'ensemble des collectivités qui ont été sollicitées par la CRC pour qu'ensuite il y ait un comparatif qui soit fait et des conclusions qui soient proposées. Sur l'ensemble de ces rapports, la CRC fait une unique recommandation à la ville de Poissy, à laquelle, bien évidemment, nous nous conformerons naturellement. Que la ville de Poissy assure mieux la ventilation des comptes afin de distinguer les flux financiers du scolaire et du périscolaire. Pour le reste, le rapport est très globalement encourageant. Je note en particulier un certain nombre de motifs de réjouissance importants pour la ville de Poissy. Une forte augmentation de la population scolaire de la ville. Poissy compte 21 écoles publiques sur son territoire, dont 11 maternelles et 10 élémentaires. Celles-ci accueillent respectivement 1632 élèves, dont 58 classes, et 2439 élèves dans 90 classes. De 2012 à 2016, la progression du nombre d'élèves s'est élevée à 7% maternelle et à 20% en école élémentaire, une belle dynamique pour nos écoles. Deuxième motif de satisfaction, une baisse importante du coût moyen des élèves pour la ville de 29% depuis 2013. À en croire la CRC, le coût net moyen pour la commune d'un élève de maternelle s'élevait à 2 484 €, en diminution de 11% depuis 2013, et celui d'un élève d'école maternelle à 1 644 €, en baisse de 29% depuis 2013. Si je me réjouis de cette confirmation de la CRC, c'est qu'elle résulte, comme le mentionne la CRC, je cite, principalement des mesures prises par la collectivité pour rationaliser les dépenses, comme par exemple la renégociation des contrats de prestation de services ou l'aménagement de certaines dessertes de bus scolaires, prenant mieux en compte la répartition de la population et la proximité des établissements. Fin de citation. Je note d'ailleurs que la CRC écrit dans la synthèse de son rapport que la compétence scolaire et périscolaire est une mission de service public à laquelle la commune consacre un budget important. Si nous faisons des économies, nous ne les faisons pas contre les enfants, mais pour éviter le gâchis. D'autres motifs de satisfaction. Je note aussi dans le désordre que le décloisonnement des 12 classes de CP dans les établissements situés en REP+, s'est bien passé, et que cette opération est donc prévue à nouveau cet été pour 12 nouvelles classes de CE1 qui accueilleront donc chacune 12 élèves. Je note également que le service minimum d'accueil dans les établissements scolaires est non seulement en place à Poissy, mais que la CRC souligne en outre la qualité des personnels d'encadrement en cas de service minimum qui sont des animateurs employés régulièrement pour ces accueils de loisirs, une obligation que n'impose pas la loi. Et à ce titre, je tiens à remercier ma collègue Vanessa Hubert pour la qualité de son engagement aux côtés de Caroline Cordy, notre directrice de l'éducation scolaire. En conclusion, il y a bien d'autres motifs de satisfaction dans cette enquête nationale, mais je vous propose désormais, mes chers collègues, de laisser place aux échanges qui, j'espère, seront riches sur un sujet important que la compétence scolaire et périscolaire. Un certain nombre de demandes de prise de parole. Je passe la parole à Madame Loquet. Je vous remercie. En dehors de s'enorgueillir
d'enregistrer une baisse de 454 140 € suite au passage d'une semaine à 4 jours. Ce rapport nous permet de prendre connaissance de modifications dont nous sommes exclus et sans information. Je vais prendre juste quelques exemples. Page 31, par exemple. En 2017, on constate la fermeture de l'Ulysse de l'Abbaye, qui est transférée sous forme d'unité éducative à l'hôpital de jour de Poissy. Page 30, je voudrais savoir combien d'enfants en provenance d'hôtels d'accueil sont scolarisés à Mandela et combien en UPAA à Molière et à La Fontaine pour enseignement. En 2018, il y aura un possible doublement des classes de CE1 qui sera mis en place. Quelles solutions avez-vous à apporter? Page 23. Un autre élément, moi je trouve qu'on ne peut pas se réjouir de la baisse du coût net par élève, parce que c'est vrai qu'en dehors des frais fixes, malgré l'augmentation de la CAF, un déplacement du budget santé, il y a quand même une disparition de services aux élèves sur le plan santé. Nous ne sommes pas à Poissy dans une commune pauvre. Moi je pense que l'avenir de notre ville passe par le devenir des enfants, et chaque Pissiaquais serait fier de les soutenir. Je vous remercie. Merci Madame Loquet. La parole à Monsieur Legrand. Je vous trouve bien indulgent, Monsieur le maire, sur ce rapport. C'est très rare de voter contre un rapport qui est juste une présentation. Moi, je trouve que ce rapport est indigne de l'engagement des élus de cette ville et de l'engagement des services municipaux. La Cour des comptes, c'est pas un contrôle de légalité, c'est un contrôle d'opportunité. Alors d'abord, peut-être d'un point de vue positif, et je reviendrai sur les points négatifs. Le point positif, c'est que je crois qu'il faudrait vraiment mettre à disposition des Pissiaquais ce rapport, qui, à mon avis, n'est qu'un copier-coller du travail qui avait été fait par les services municipaux, parce que c'est un travail très exhaustif sur ce qui existe. Et donc c'est intéressant d'avoir tous ces chiffres. Moi je l'ai trouvé passionnant, le rapport, sur la situation en termes d'effectifs scolaires, en termes de programmes de réussite éducative, en termes de restauration scolaire, en termes de transport scolaire. C'est vraiment intéressant. Mais enfin bon, les services municipaux, je pense, avaient déjà ces données et ont très bien fait le travail. Donc je souhaitais les remercier, que ce soit les services internes ou ceux du CCAS, qui contribuent notamment avec des associations, avec un certain nombre d'instances municipales au programme de réussite éducative. Ça permet d'apprendre aussi qu'il y a eu un relèvement de la contribution aux écoles privées. Pourquoi pas? Ils ne perdent pas beaucoup de temps d'ailleurs pour expliquer pourquoi il y a eu ce relèvement. Et puis ça permet aussi, parce que vous avez cité partiellement l'explication et la justification de la réduction du coût par élève, j'ai relevé cette phrase sympathique, je ne sais pas si Frédéric Bernard nous écoute, mais le rapport indique quand même: la réduction des charges a résulté à titre principal de l'ouverture de l'école Nelson Mandela, qui a permis de diminuer les frais liés au transport. C'est la page 23, pour ceux qui veulent aller voir le rapport. J'ai trouvé ça intéressant, voire souriant par rapport au débat qu'on a pu avoir ici. Alors, là où c'est décevant, c'est que la Chambre régionale des comptes a bien fait pour juger en opportunité. Et je ne suis pas déçu parce qu'on n'a pas massacré la politique municipale depuis 2012 en matière éducative, mais parce qu'ils n'ont pas fait le job. Ils n'ont pas fait le job pour évaluer la qualité du programme de réussite éducative, pour évaluer la qualité de la politique de dérogation, ou même pour évaluer un certain nombre d'éléments prospectifs. Or ça, normalement, c'est leur travail, avec, moi je leur ai souhaité, des éléments positifs sur ce qui est fait. Je prends l'exemple du programme de réussite éducative, où il y a plein d'intervenants, il y a plein d'actions qui sont menées. C'est intéressant à un moment d'avoir un rapport assez objectif pour voir ce qui fonctionne pas, ce qu'on continue et ce qu'on ne doit pas continuer. Voilà. Donc là-dessus, c'est vraiment décevant. Je donne un exemple quand même pour ceux qui nous écoutent.
sur la politique en matière d'accueil des enfants de moins de 3 ans. Et tout le rapport est à peu près comme ça. Et une fois de plus, c'est pas pour porter normalement un jugement, mais une évaluation. Alors voilà l'évaluation de la Chambre régionale des comptes. Bien qu'invité depuis 2016 dans le cadre d'une campagne de préscolarisation menée conjointement par les services départementaux de l'éducation nationale et la CAF, à ouvrir cette possibilité aux familles résidant dans les quartiers concernés par la politique de la ville, la commune a décidé de ne pas scolariser les enfants de moins de 3 ans. La commune a indiqué à cet égard que d'autres lieux avaient vocation à permettre un temps d'échange avec les parents et à favoriser la relation parents-enfants, que ce soit en crèche collective où un temps d'accueil est prévu, ou dans les maisons de quartier qui organisent des groupes de motricité et où 53 jeunes enfants seraient accueillis. Aucune évaluation sur les résultats obtenus dans ces structures d'accueil, ni sur les besoins d'organiser la préscolarisation des enfants de 2 ans, n'a toutefois été produite. Pas par vous, mais pas par eux. Et eux, ils sont payés pour faire ça. Pour autant, le volet réussite éducative et soutien à la parentalité du contrat de ville pour la période 2015-2020 a prévu à moyen terme la mise en place d'un tel dispositif. La commune n'a au demeurant pas fermé la porte à la préscolarisation, considérant qu'une réflexion devait être conduite avec les services de l'État en vue de la mise en place de l'accueil des moins de 3 ans pour les zones prioritaires du territoire et que la création de TPS était à étudier. Avec ça, bon courage pour arriver à évaluer les choses et les améliorer. Je pense que vous ne souhaiteriez pas les détériorer si elles étaient parfaites, mais en tout cas, ça n'aide pas beaucoup. Voilà. Alors, ça aurait été intéressant aussi que plus fondamentalement, il y ait des propositions aussi sur d'autres formes d'aménagement scolaire dans la ville. Je pense, on en avait parlé au moment du débat budgétaire, d'écoles internationales. On a une évolution de la population à Poissy, un besoin énorme sur la région Île-de-France d'écoles internationales. On est dans un monde aussi où il faut développer la pratique des langues. Là-dessus, pas beaucoup de réflexion, ni sur la forme d'école alternative. C'est-à-dire, on gère la question des écoles privées, d'ailleurs, sans même dire si elles sont associatives ou pas associatives. Il n'y a pas de réflexion là-dessus. C'est dommage. J'espère qu'on aura des discussions de ce type plus profondes une autre fois. Mais en tout cas, moi, je suis déçu pour vous qu'on ait payé des fonctionnaires et des fonctionnaires d'État, dépensé beaucoup de temps, je suis sûr, des élus municipaux et des services municipaux que je remercie pour tout ça, pour, in fine, qu'il y ait des gens qui ne fassent pas leur travail d'étude d'opportunité. Merci, Monsieur Legrand. Vanessa Hubert, si vous souhaitez apporter votre ressenti par rapport à ce retour sur la CRC. Merci, Monsieur le maire. Je vais être bref. J'ai essayé de noter un peu les points de Madame Loquet et de Monsieur Legrand. Concernant les points évoqués par Madame Loquet, écoutez, le nombre d'enfants attribués dans nos écoles via le 115 et autres réseaux, je ne peux pas vous donner d'effectifs au jour d'aujourd'hui, parce que c'est un effectif qui fluctue énormément du fait de l'instabilité de ces familles. Donc ce n'est pas un chiffre que je peux vous donner au jour d'aujourd'hui. Je vous invite à vous rapprocher du service et ils vous donneront le chiffre qu'ils ont. Mais c'est vrai que ça fluctue énormément. Donc on ne peut pas noter un chiffre qui ne serait pas réel ensuite dans les textes. Concernant la diminution des services, vous avez évoqué notamment la diminution des services aux élèves sur la santé. Je tiens à rappeler que les adjoints d'hygiène scolaire ont été remplacés par des infirmières au sein des établissements par l'éducation nationale, dont c'était la vocation initiale. Donc les élèves sont, la santé des élèves est toujours assurée au sein de nos établissements scolaires. Monsieur Legrand. Je me permets juste, pardonnez-moi, Bien sûr. Vanessa, je me permets juste pour compléter, pour la parfaite information, Madame Loquet, que les adjointes aux hygiènes scolaires, nous sommes toujours au-dessus de la fourchette qui nous est demandée, qui est imposée par la loi, et comme vous l'avez rappelé à juste titre, c'est une compétence de l'éducation nationale. Pas ville, éducation nationale. Donc on est sur des fourchettes qui sont supérieures à celles qui nous sont demandées. Et tant mieux. Et tant mieux, parce qu'on partage effectivement le fait que quand vous avez des gamins de 3 ans, des gamines de 3-4 ans, il faut effectivement qu'elles soient accompagnées, quel que soit l'endroit où elles sont scolarisées. Merci, Monsieur le maire. Concernant l'intervention de Monsieur Legrand, je vous remercie pour vos remerciements au service éducation et loisirs. Donc, concernant les dérogations scolaires, nous avons vraiment un point d'appui sur la dérogation scolaire sur la ville de Poissy. Nous tenons vraiment à respecter le code de l'éducation. Voilà, c'est vraiment la priorité pour attribuer ou non les dérogations scolaires.
Le code de l'éducation est visible par tous, il est utilisable sur Internet, voilà. Donc ça, il n'y a pas de dérogation de complaisance sur la ville de Poissy. Concernant le projet de réussite éducative, effectivement, nous avons Madame Otavalo au sein du service qui accomplit un travail énorme et de qualité. Et concernant l'attribution des classes de toute petite section, effectivement, avec mon collègue Éric Roger, donc qui est délégué à la petite enfance, les crèches sont en capacité d'accueil et d'échange avec les parents et les enfants de moins de 3 ans. C'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, sur la ville de Poissy, il existait sur le plateau des classes de toute petite section que vous avez citées, donc des TPS. Mais au jour d'aujourd'hui, l'éducation nationale n'est pas prête à rouvrir ces classes, aussi pour une question d'effectifs, puisqu'on est sur des classes prioritaires pour des CP de petit effectif, maintenant des CE1 de petit effectif, et que donc les enseignants, il faut pouvoir les placer dans ces classes-là, et ça fait de fait des enseignants en moins pour les toutes petites sections. Mais au jour d'aujourd'hui, les tout petits, donc les moins de 3 ans, sont accueillis et bien accueillis, il me semble, sur les crèches de la ville. Merci. Merci, Madame Muir. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement, Monsieur Legrand, s'il vous plaît? Rapidement, je vous remercie, Madame Hubert, pour vos précisions, mais vous l'avez compris, c'est pas la politique de la ville qui est en cause et ce que vous pouvez faire, puisque je pense que vous voulez pas en convenir, je comprends, mais ce rapport n'apporte rien pour savoir justement sur les dérogations. Je me doute bien que vous appliquez le code de l'éducation. C'est pas le sujet. C'est in fine. Est-ce que ça conduit à plus ou moins de mixité? Est-ce que ça conduit à plus d'efficacité éducative ou pas? Quel est l'impact in fine? C'est ça qui serait intéressant. Sur le reste, j'imagine que vous respectez le droit. Et de la même façon, sur les différents points, c'est une absence de données pour pouvoir améliorer les choses. Et je suis sûr que vous partagez ma frustration. Merci, Monsieur Legrand. Juste un tout petit point, un complément d'information par rapport à l'intervention de Madame Loquet sur les unités de soins, notamment pour l'abbaye. C'est un choix de l'éducation nationale. Un choix de la ville, c'est un choix de l'éducation nationale. Donc c'est une décision de l'éducation nationale par rapport à cela. Dans les mauvaises nouvelles que je peux aussi vous donner, qui sont des nouvelles de l'État, il n'y a plus d'aide sur les clubs coup de pouce. Le club coup de pouce, à partir de cette année, c'est 90 000 € à la charge de la collectivité par rapport à cela. Là encore, on dit qu'on ne va pas augmenter les impôts, etc. Mais dans les transferts que nous avons, ça s'accumule par rapport à d'autres transferts. Et ce n'est pas une excuse de notre part, c'est juste un constat, évidemment, par rapport à cela. Vous posez la question sur les classes qui sont scindées pour la rentrée. Et je regarde Madame Cordier qui n'a pas ménagé ses efforts avec ses équipes pour pouvoir trouver des solutions avec Vanessa Hubert. Ce sera le cas, il n'y aura pas de difficultés majeures. Je dirais qu'il ne faudrait pas après, il faudrait qu'on trouve des solutions autres que celles qui sont possibles, en tout cas aujourd'hui. L'explication de texte, je reviens sur ce que je disais, l'explication de texte de l'éducation nationale, et on peut la comprendre, sur l'arrêt des subventions club coup de pouce, c'est de dire, dans les REP+, on s'aperçoit que les résultats sont meilleurs avec des classes à 12 élèves, et c'est la vérité. Et c'est le constat conforme, c'est que les résultats sont meilleurs avec évidemment moins d'élèves. Vous avez parlé aussi d'écoles alternatives, Madame Loquet. On s'interdit rien, la ville de Poissy. On a aussi des propositions sur lesquelles on travaille et que connaît bien Madame Lefebvre sur des écoles Espérance banlieue. Vous parliez d'écoles internationales, Monsieur Legrand, sur lesquelles on essaye aussi de travailler. Je remercie Patrick Meunier qui lui aussi a contribué à la venue d'une école internationale qui ouvrira ses portes à la rentrée, les UP sur le secteur de la gare. On parle de ce projet d'école numérique et d'autres sujets dont vous prendrez connaissance d'ici quelques semaines. Ensuite, moi je ne veux pas commenter évidemment les conclusions de la Chambre régionale des comptes. Ce que je constate quand même, c'est que jusqu'à présent, ça n'avait jamais été fait. Et je trouve que c'est une belle initiative que de pouvoir, à l'échelle du pays, avoir, je dirais, des process, des méthodes qui sont peut-être différentes d'une ville à une autre pour qu'on puisse derrière mutualiser les résultats. Et j'espère évidemment, pour le coup, qu'on aura des résultats pour savoir si globalement, à l'échelle du pays, on est tous dans le faux par rapport aux pratiques qui sont les nôtres. Je n'y crois pas. Et puis, certainement, des choses à améliorer. Moi, j'aimerais qu'on ait effectivement, et vous le disiez tout à l'heure, sur l'exemple que vous prenez, sur les résultats, sur la réussite éducative, voir si on a une meilleure mixité sociale, ça, c'est le vrai sujet. Je suis complètement d'accord avec vous par rapport à cela. Ensuite, n'attendons pas, parce que ce n'est pas son rôle, à la Chambre régionale des comptes, je le dis parce que j'ai eu la remarque par la Chambre régionale des comptes quand j'ai posé les questions, qu'elle soit force de proposition.
La Chambre régionale des comptes n'est pas force de proposition. J'ai posé la question en espérant qu'on ait des propositions d'amélioration par rapport à nos process, etc. On m'a renvoyé dans mes 22, mais je peux le comprendre en me disant, attendez, nous on est là pour constater ce que vous faites. C'est bien, c'est pas bien, on vous recommande de faire ci, on vous recommande de faire ça. Voilà. Donc je n'ai pas commenté, moi, les conclusions de la Chambre régionale des comptes. Simplement, nous améliorerons ce qui nous a été recommandé à l'issue effectivement de ce sujet. Et encore une fois, je crois qu'on peut tous partager aussi cela ensemble. Merci à toutes les équipes des différents services qui, depuis 1 an, ont multiplié les rencontres, les améliorations, les ressentis, les informations auprès des magistrats qui nous ont sollicités. Vous ne pourrez pas voter contre, Monsieur Legrand, puisqu'il n'y a pas de vote sur le rapport. C'est simplement prendre acte. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Écoutez, je voudrais juste vous dire en conclusion que le prochain conseil municipal, d'abord merci mes chers collègues, merci aux services des assemblées qui ont préparé ce conseil municipal, au cabinet et aux différents services. Vous rappelez que le prochain conseil municipal, vous pouvez le noter, aura lieu le lundi 4 juin. Et j'ai un message en notre nom à tous, à notre ami Gilles Géraman. C'est ce soir, figurez-vous, l'anniversaire de Patrick Bruel. Et Gilles Géraman, qui est un fan de Patrick Bruel, a promis d'interpréter les Amants de Saint-Jean, alors qui n'est pas de Patrick Bruel, mais c'est une interprétation de Patrick Bruel, lors de la fête des mères qui sera fêtée vendredi au CDA à partir de 14h. Merci Gilles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée.